Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. À travers vos sketchs, vous n'avez jamais hésité à dire vos vérités et 4 fois plutôt qu'une. Votre franchise n'a jamais été postale, même si certains vont vous traiter de timbré, parce qu'aujourd'hui vous assurez être un gros mytho. Bonjour François Rollin. Bonjour mon cher maître 63. Bonjour mon cher Jacques surtout. Surtout. Alors, ces mémoires d'un gros mytho, illustrés par Stéphane Trappier, c'est chez Hugo. C'est un livre dont on va parler. Mais le principe des clés d'une vie, vous étiez venu tout au début. C'était le numéro 40. On est aujourd'hui au numéro 1029, donc on a fait un peu de chemin avec Sud Radio. Mais j'ai trouvé d'autres choses à dire, car votre parcours est truffé de choses à raconter. Et on va les évoquer à travers des dates clés. Génial. La première que j'ai trouvée, 1er mai 1983. C'est votre première télé, ce sont vos débuts dans Merci Bernard. L'émission a commencé 1 an plus tôt et vous arrivez. Oui. C'est vrai que vous êtes arrivé pas du tout au début. Non, pas au début. En fait, après, avec Pallas, je suis bien sûr au début, parce qu'avec Pallas, j'ai épousé Jean-Michel Ribes auparavant. Mais là, quand j'arrive, je suis encore dans le groupe Tchouk Tchouk Nougat, un groupe de burlesque musical, voilà. Et Ribes nous a repérés, et pour mieux prendre contact, nous a invités, et m'a invité notamment à faire des petites folies dans Merci Bernard. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de Pallas, mais on oublie Merci Bernard, qui a commencé le dimanche soir à 20h, qui a assuré une relève difficile, Benny Hill. Oui. Personne n'y croyait, et c'est vrai que ça a marché. Oui, de Merci Bernard et de Pallas, les deux, on peut dire la même chose, c'est-à-dire que ils n'ont pas été très accueillis très chaleureusement par les responsables des médias, mais le public, oui, et c'est culte maintenant. N'oubliez pas, Jacques, que Pallas, par exemple, s'est arrêté faute de programmation, les chaînes n'en voulaient plus, et aujourd'hui, tout le monde dit, bah oui, mais c'est culte, bah oui, mais... C'est un peu tard. C'est un peu tard, voilà. Alors, il faut savoir que Merci Bernard, on l'a oublié, ça vient de la Coupe du Monde de foot, le titre, pendant laquelle Michel Drucker, en 78, devait meubler alors que l'équipe de France se faisait attendre pour une histoire de maillot. Maillot non conforme et qu'on attendait. Donc, il disait à Bernard Père, le journaliste, Merci Bernard. Et c'est comme ça que Ribes a trouvé le titre. Voilà. Ribes ou Wolinski ou Topor ou des proches, puisque la petite équipe, évidemment, c'était très fusionnel. Vous les connaissiez tous avant de les rencontrer ? Non, avant, non. Peut-être Volin, je le connaissais déjà, Wolinski. Mais les autres, non. Et c'était justement un plaisir de les rencontrer. Voilà. En fait, à l'époque, même Philippe Corsan, on le connaissait peu. Claude Pieplu, on le connaissait parce qu'il y avait les Shadocks. Oui. Et on le connaissait aussi parce qu'il collectionnait, je ne sais pas si vous le savez, François Rollin, les pots de chambre de différentes époques. Peut-être on me l'a dit, mais ça j'avais pas. C'est parce que c'est une collection que je ne rêverais pas de visiter. Donc, Il en était très fier. Il la faisait visiter dans son appartement. C'était un immense acteur. Hein. Alors à l'époque, vous cherchiez encore votre style, François Rollin. Oui, sûrement. Encore aujourd'hui. Oui, non, mais c'est-à-dire que vous avez la folie, le goût de l'absurde, mais vous savez pas très bien où vous allez aller. Non, mais c'est ça, justement, c'est toute la liberté que donne l'absurde. C'est que le chemin n'est pas tracé et même il peut changer encore de route. Bien sûr. Ce goût de l'absurde, vous l'avez toujours eu ? Je pense, vous savez, parmi les auteurs de Merci Bernard et de Pallas, celui avec lequel j'ai été le plus profondément ami, celui que je pleure encore aujourd'hui, c'est Roland Topor. Et on avait ça en commun avec Topor, on n'est pas les seuls au monde, hein, de ne pas aimer le réel, de ne pas être confortable dans le réel, et donc de s'évader dans l'imaginaire dès qu'on peut. Et voilà, l'absurde, c'est l'imaginaire le plus débridé. Il n'y a plus d'Emmanuel Macron, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus de contrôle fiscal, il n'y a plus de j'ai mal au lombaire. Non, on s'en va et on est ailleurs et on passe on fait une petite bulle dans l'imaginaire, dans l'absurde et tout ça. Ouais. C'est la liberté complète. Parce que sinon, dans l'imaginaire normal, il y a encore des règles quand même logiques. Ouais. Hein, bon, s'il part vers le sud, donc il se retrouve au pôle sud. Ben oui, mais dans l'absurde, non, il part vers le sud et il se retrouve sur la Lune. C'est aussi simple. Et d'ailleurs, Topor, chaque fois que j'interviewais, il y avait des interruptions avec de grands rires incroyables. Ça venait d'où, ça ? C'est un gars qui avait une intensité dans le ventre. Vous savez, on dit quelquefois une flamme intérieure. Lui, c'était pas une flamme intérieure, c'était un incendie à l'intérieur. Et donc, de temps en temps, ça sortait à la fois sous forme d'idées et de textes qui venaient comme ça, mais ça éclaboussait autour, et à la fois aussi sous forme de ce rire, comme ça, de cette énergie. Il avait une énergie, un appétit de vivre fabuleux. Alors, François Rollin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce goût de l'absurde, vous l'avez depuis l'enfance. Déjà, enfant, vous aimiez ce genre de situation.
Ben sûrement parce que déjà enfant, j'étais pas super copain avec le réel, qui me semble un peu répétitif, un peu violent. Donc j'étais déjà content de trouver refuge dans des choses qui ne soient pas trop terre à terre. C'est-à-dire ? Oh, c'est-à-dire à la fois des livres, de la musique, mais aussi des comportements, des attitudes, des chemins de traverse, d'autres routes, de faire autrement, quoi. Voilà, on vous dit que tout le monde a toujours fait comme ça. Eh ben, ouais, mais moi j'aurais l'idée de faire comme ça. Puis ça fait rien si je tombe, c'est pas grave. Au moins j'aurais fait mon expérience, j'aurais fait mon chemin, donc voilà, j'avais déjà envie de sortir de la routine. Et ça n'inquiétait pas vos proches, vos professeurs ? Non, parce que je m'offrais le luxe d'être un excellent élève pour que tout le monde me foute la paix. Ça avait trouvé ce très bon système, être premier de la classe, comme ça tout le monde nous fout la paix, aussi bien les parents que les profs, et donc on peut faire toutes les pitreries qu'on veut. Alors, vous êtes né, je crois, à Malo-les-Bains, qui tient son nom de Gaspard Malo, qui était un député, qui un jour achète un grand terrain de 567 hectares pour faire de la luzerne, ça marche pas, et il va mettre des habitations et ça va devenir la ville de Malo-les-Bains. Voilà, qui maintenant est rattachée à la commune de Dunkerque. Donc maintenant, quand on me demande où je suis né, je peux dire au choix, soit Dunkerque, auquel cas tout le monde connaît et reconnaît, soit Malo-les-Bains, auquel cas tout le monde dit « mais vous voulez dire Saint-Malo ?» Non, monsieur, je ne veux pas dire Saint-Malo, je veux dire Malo-les-Bains. Voilà. Et le père de Gaspard Malo était un corsaire, donc on remonte à une époque très lointaine. D'accord. Alors, vous venez ensuite à Paris pour des études sérieuses, parce que premier de la classe, François Rollin, pour vous, c'est les études. Oui, alors c'est pas tout à fait pour être premier, c'est-à-dire les études, c'est fait pour. Je vais vous dire quelle est l'utilité des études à cette époque, Jacques, parce que je ne le dirai plus aujourd'hui. C'est de ne pas rentrer dans la vie active directement, voilà, parce que les études c'est plus rigolo que la vie active. Donc pour pas rentrer dans la vie active, on les prolonge, voilà. Alors, vous avez fait l'ESSEC, c'est très 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 sérieux. Normalement, ça vous conduit à des carrières commerciales. Oui. Et vous vouliez vraiment faire ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était une façon de passer 3 ans à être étudiant. Et d'ailleurs, pendant ces 3 ans, on a fait des fêtes, joué de la musique, fumé des joints et passé 2 heures par semaine à peu près à l'ESSEC. Voilà, mais en même temps, vous avez eu vos examens. Oui, j'ai été diplômé. Je suis toujours diplômé. Et ça vous a servi à rien. Non, sauf que rien ne sert à rien dans la vie. Ouais. Et ensuite, vous êtes devenu, alors c'est très étonnant pour vous, professeur Rollin, journaliste au Monde. Oui, et ben simultanément, parce que quand l'ESSEC a déménagé à Cergy, c'est-à-dire la 2e année de mes études, je me suis accoquiné avec des responsables, des gens qui faisaient de la presse locale, à l'Écho de Cergy-Pontoise, et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenu correspondant et collaborateur du journal Le Monde. Et vous faisiez quoi dans le journal Le Monde ? Je m'occupais de tout ce qui se passait sur l'ouest de Paris, le département des Hauts-de-Seine et tout ça, donc c'était l'époque de triomphante de Pasqua, tout ça. Et puis je faisais des tas de sujets et c'est ça que j'ai aimé. Mais j'ai arrêté au bout d'une dizaine d'années. Mais ce que j'ai aimé dans ce boulot-là, c'est que ça vous ouvrait le cerveau à des sujets dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Ça, c'était rigolo. Et on vous dit tout d'un coup, il y a tel truc, et le temps déjà de comprendre le sujet. Et ça, c'est passionnant. Et puis vous avez fait les chroniques au départ à Fluide Glacial, journal de Gottlieb. Gottlieb l'avait lancé et lorsque son copain Jacques Diamant est venu voir les comptes après les premiers numéros, il a dit « Qu'est-ce que tu veux à Fleury-Mérogis ? Des oranges ?» Parce que c'était pas du tout le truc de Gottlieb. Oui. Ben bon, et Fluide Glacial, j'ai encore des contacts avec eux régulièrement. Bon, ça a un peu changé, c'est maintenant je crois moins artisanal et plus géré par les éditions... Flammarion, je crois. Flammarion, oui, absolument, c'est exactement ça. Alors, il se trouve qu'à l'époque, ce sont vos premières chroniques, ce sont vos débuts dans la chronique, François. Probablement, oui, probablement. Vous aviez envie de faire des chroniques ou c'est venu comme ça ? Non, alors là, on va être très clair et catégorique, Jacques. Je n'ai jamais eu envie de rien professionnellement, mais c'est la vérité. Ouais. Donc, je n'ai fait que m'appuyer sur le désir des autres, sur la demande des autres. Donc, c'est parce qu'il y a tout d'un coup, ça devait être Frémion qui m'a dit « Je t'aime bien, t'as une bonne tête, tu ferais pas des chroniques pour nous ?» Oui. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a eu quand même quelque chose que vous avez aimé. Écoutez ceci.
Et c'est vous qui chantez Minouche du groupe Tchouk Nougat, où vous jouez aussi de la flûte, je crois. Oui. Alors ça, c'est un souvenir épouvantable. Vous remuez le fer dans une plaie encore béante, parce que cette chanson qui est là, orchestrée avec l'aide de l'ami Romain Didier, cette chanson est devenue, à notre insu, et sans que nous le sachions, donc, l'hymne du Club Méditerranée. Oui. Si bien que 10 ans plus tard, je suis allé moi-même comme client au Club Méditerranée, et tout d'un coup, à une soirée, à la grande soirée de fin, l'animateur dit, et maintenant, la chanson que tout le monde connaît, et j'entends stupéfait, mais j'en avais les larmes aux yeux, j'entends ma voix, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout le public, j'étais là, 600, à reprendre par cœur ça. Le lendemain, j'étais voir le chef de village, j'ai dit, vous savez que c'est ma chanson, elle est à la SACEM et tout ça. Il m'a tapé dans le dos en disant, oui, on est tous à la SACEM. Et donc, il m'a pas cru une seconde. Ensuite, j'ai engagé une action. On aurait normalement dû toucher ce qui serait l'équivalent d'aujourd'hui, je sais pas, 400 000 euros. Oui. Et on a eu pot de balle et balai de crème. Voilà ce que c'est de partir en vacances au Club Med. J'ai appris tout ce que je n'avais pas, tout ce que j'avais raté. Et je sais qu'il y a un album qui est sorti il y a quelques années, collector de ces chansons, et qu'il est aujourd'hui très recherché par les collectionneurs parce qu'il est introuvable et vaut très cher. Oui, sûrement. De toute façon, à peu près tout ce que j'ai fait, rien ne s'est vendu. Voilà. Et tout est devenu culte. Voilà. Et vous gagnez à être connu, on va l'évoquer à travers une autre date, le 31 mai 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec François Rollin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Rollin. Nous parlerons tout à l'heure de ces mémoires d'un gros mytho sorti chez Hugo, parce que vous êtes mytho, mais pas seulement, on l'expliquera. Et là, on revient à une date, on a évoqué vos débuts de journaliste et de chanteur, une date importante, le 31 mai 2012, qui est liée à ce classique. Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, et vous avez fait des nouveaux textes pour ce chef-d'œuvre de la musique, François Rollin. Ouais, alors ça, c'est encore une chose qu'on m'a demandé, c'est à l'abbaye de l'Épau, je crois, près du Mans, il y a un orchestre, tout ça, qui m'a demandé. Alors j'y suis allé très très prudemment en marchant sur des œufs, parce que passer derrière Francis Blanche, puisque c'est le texte de Francis Blanche qui se disait traditionnellement avec le carnaval des animaux, donc c'est très très difficile de marcher dans les pas de Francis Blanche, et en même temps c'est vrai que le texte de Francis a un petit peu vieilli. Oui, il n'y a rien à faire, en 50 ans on a tous un peu vieilli, donc voilà, donc j'ai fait ce nouveau texte que je joue de temps en temps. Je l'ai fait un concert de soutien à l'Ukraine il n'y a pas longtemps en Suisse en disant ce texte, et il est maintenant à disposition de tous ceux qui voudront le faire. J'espère que mes petits-enfants iront voir le Carnaval des animaux et entendront le texte de François Rollin. Carnaval des animaux que Saint-Saëns avait fait comme une plaisanterie au départ, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas voulu, pour son image de compositeur, qu'on le joue de son vivant, sauf quelques représentations privées. Et il y a le 9 mars 1886, pour un mardi gras, le Carnaval des animaux a été joué chez le violoncelliste Charles Lebouc. Oui, et en fait, c'est pas tout à fait vrai qu'il ne voulait rien garder, il ne voulait garder que le signe. Voilà. C'était pour lui la seule, sur 14 tableaux, c'était le seul qui méritait de passer éventuellement à la postérité. C'est surprenant quand même de vous trouver, François Rollin, dans un festival de musique classique. Non, c'est pas surprenant, c'est mon kiff absolu, c'est la première musique que j'écoute, celle que je connais le mieux de loin, c'est la musique classique. Celle que j'ai jouée aussi le plus, et celle qui me bouleverse le plus. Avec des compositeurs précis ? Beaucoup, j'ai honte, beaucoup avec les romantiques, voilà. Beaucoup avec Schubert, Beethoven, voilà. Et ça fait partie de votre ADN. Oui, alors ça, on ne sait pas de quoi c'est fait, on ne sait pas si c'est l'enfance qui vous a formé, c'est sûr. Mon père avait des 78 tours, il fallait pour le concerto pour violon orchestre de Tchaïkovski, fallait 18 disques à peu près pour écouter la totalité. Puis je sais pas, c'est une musique qui me parle, et notamment le piano, et notamment Schubert, et ça s'en va pas. Un jour, on fera des analyses du cerveau qui permettront de dire pourquoi. Mais voilà, Schubert, Liszt, mais Dvorak aussi, et Bedřich Smetana avec la Moldau. Voilà, mais la truite de Schubert aussi. Francis Blanche l'a adopté également. Ouais. Mais Francis Blanche aimait bien beaucoup la musique classique. Il était très doué pour la musique classique, oui. Il connaissait tout par cœur. Et puis vous dites aussi, vous aimez la poésie.
Vous avez souvent dit des poèmes, François Rollin. Oui. Alors avec une préférence très marquée pour Victor Hugo. J'ai fait des spectacles sur Victor Hugo. Je peux vous dire maintenant 2 heures de vers de Victor Hugo. Encore maintenant, et j'ai commencé en plus à un moment où Victor Hugo, le théâtre public, avait rejeté Victor Hugo comme un truc un peu, je sais pas quoi, un peu populaire, un peu ringard, un peu vieillot. Puis depuis, ils sont aperçus que non, il y a des qualités fabuleuses. Pas tant dans le théâtre, c'est vrai que le théâtre de Victor Hugo est pas tombé par terre, mais ses vers, l'école des contemplations, c'est magnifique. Et puis, bien sûr, Verlaine, qui me bouleverse, Lamartine, Baudelaire. Là encore, les romantiques, j'ai rien inventé. Voilà, mais quand le public vient vous voir pour des sketchs et vous découvre en train de dire Victor Hugo, Verlaine ou Lamartine, ça les surprend? Ça les surprend, mais ça le mot va vous paraître immodeste, mais ça les instruit formidablement. Ça les instruit non pas sur l'existence de Verlaine, mais sur le fait que eux aussi peuvent entendre Verlaine et en être extrêmement touchés, émus, et que ça leur reste. Parce que moi, je dis Verlaine, mais je le dis pour les gens et avec des gens que j'aime, contrairement à Fabrice Lucchini, qui dit des grands textes, mais avec arrogance et sur un mode hautain, qui fait que, oui, d'accord, on dit, lui, il est fort, mais moi, je suis de la merde. Moi, je partage... pardon pour Fabrice qui est adorable par ailleurs, mais je partage la poésie avec le public, et c'est toujours très étonnant de voir qu'un public qui est réputé inculte, qui est réputé une bande de gros cons, une bande de beaufs, je sais pas quoi, non, quand il entend Baudelaire, quand il entend Victor Hugo, il ne résiste pas à la sensation du beau. Oui, mais ça aussi, c'est une légende. On dit que la poésie, c'est pour les vieux ringards. C'est pas du tout. Vous avez beaucoup de jeunes dans vos salles. Quand vous bien sûr. Et plein de jeunes sont très preneurs de la poésie classique ou de la poésie ou de celle de René Char ou de quelques autres. Il suffit qu'on leur propose pas je sais pas comment dire, mais qu'on leur propose pas, qu'on ne leur impose pas, qu'on vienne pas se moquer d'eux, non, qu'on partage avec eux. Et vous êtes, je crois, François Rollin, un défenseur de la langue française au plus haut niveau. Oui. J'étais... Il y a du boulot en ce moment. Oui, mais alors, justement, j'ai beaucoup parlé de ça avec un autre grand ami disparu, qui est Alain Ray, et... avec Alain Ray, on a fait des petites rencontres, des conférences et tout ça pour bien défendre l'idée que non, par exemple, l'écriture automatique des SMS, c'est pas une décadence, c'est la suite d'une tradition de rébus et de raccourcis et tout ça. Donc, en fait, et avec Claude Agege aussi, on avait dit ça. Le problème n'est pas de trancher entre tel ou tel niveau de langue. Il faut savoir travailler à tous les niveaux de langue. Voilà. Aussi bien la langue quasiment littéraire de Desproges ou un peu de Pierre Dac, mais aussi bien la langue très très populaire. Il faut naviguer entre tout ça et maîtriser tous ces niveaux de langue. C'est comme ça qu'on communique avec ses semblables. Et vous avez surpris tout le monde avec un livre qui s'appelait Les dictées loufoques, François Rollin, parce qu'il y avait des mots très compliqués qu'on ne voit pas tous les jours. Une madone poltronne, une gorgone ronchonne, une chaconne monotone. Oui. C'est pas évident dans la conversation. Non, mais parce que ce sont des dictées, et je suis allé faire à Paris ou en province des dictées, et les gens sont nombreux pour venir faire la dictée. Et là, encore une fois, c'est toujours le même principe. C'est qu'ils font la dictée quand c'est pas une corvée, une punition, avec un professeur qui tape sur les doigts en disant « espèce d'imbécile, t'as fait une faute ». Quand c'est un jeu, on vient, on joue. Voilà. C'est ce que Bernard Pivot a fait avec les Dicodors qui ont fini aux Nations Unies. Absolument, et que France 3 relance une émission à laquelle j'ai participé sur la dictée, donc avec un hommage à Bernard Pivot, enfin, bon, qui n'a pas inventé la dictée, mais qui a inventé d'en faire un jeu télévisé, si on peut dire. Mais je vous dis, c'est toujours très frappant de voir que d'entendre dire que les gens, et en particulier les jeunes, ne veulent, si ils veulent bien tout, ils sont adorables, faut leur parler poliment, c'est tout. Exactement. Et puis vous êtes le professeur, parce que le professeur Rollin qui est né dans Palace, ça vous a marqué à vie, François Rollin. Oui, mais c'est pas mal, hein. Ça ne me gêne pas, hein, ça aussi, puisque vous m'amenez à parler de mes amis. Georges Moustaki me disait, oui, c'est normal, 30 ans après, on me demande encore de chanter le Métèque. Oui. Voilà, et il y a des gens qui viennent uniquement pour que je chante le Métèque. Et dit, mais je veux pas m'en contrarier, c'est moi, c'est une chanson que j'ai écrite, j'ai bien aimé, elle a eu un très grand succès, et oui, je la dois au public et je la chante avec plaisir. Et comment il est né, le professeur Rollin, Il est né au moment où on écrivait l'émission Palace avec Gouriot, Gébé, Topor, et sous la férule
de Jean-Michel Ribes. Et à un moment donné, Ribes m'a dit, je pense, c'était au cours d'une réunion, on était juste tous les deux, il m'a dit... J'aime bien tous tes textes et tout ça va très bien. Mais il y a un truc que je regrette un peu. J'attendrais de toi un truc un peu plus personnel. Alors ça m'a agacé au dernier degré. Je suis rentré à la maison et rageusement, j'ai écrit un truc en disant, ben oui, mais tu vas voir, Ribes, tu vas voir que si j'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire, tu pourras pas le tourner. Et donc, le lendemain, je suis retourné le voir avec le professeur Rollin. Et non seulement il m'a pas dit je pourrais pas le tourner, mais il m'a dit voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Et il avait raison finalement. Oui. Est-ce qu'on imaginait que Pallas serait culte tant d'années après? Oh là là, jamais, jamais. Et si vous regardez la presse, comment la presse de l'époque l'a assassiné, c'est incroyable. Mais bon, c'est devenu culte. Mais mon spectacle Colère, il est devenu culte. Je peux vous donner le dossier de presse des débuts de Colère. La presse l'a assassiné. Voilà. Et si aujourd'hui on faisait Pallas, est-ce que les réseaux sociaux se déchaîneraient contre cette émission? Les réseaux sociaux, je ne pense pas. Je pense que la seule difficulté, elle vient des responsables de la télévision. C'est eux maintenant qui détiennent les clés de tout ça, pas les clés de la vie, mais les clés de ce que vous allez voir à la télévision. Et les clés du savoir, de ce qu'ils pensent être le savoir. Voilà. Mais en même temps, là, avec Jean-Michel, tous les deux, on se lance dans une nouvelle aventure qui ressemble un peu à Pallas, parce qu'il y a des producteurs qui ont... Il y aurait un retour à la télévision ? Alors, si cette émission-là se fait, oui, bien sûr, en tant qu'auteur notamment. Et puis de toute façon, moi, je n'ai jamais haï la télévision. Je l'ai jamais aimé non plus, mais je l'ai jamais haï. Donc c'est comme pour tout le reste. Si on me fait une proposition, bon ben voilà, quand Ardisson m'a proposé il y a 3 ans de faire comment ça s'appelle, La Voix dans son émission de Salut les Terriens, bon ben voilà, c'est rigolo, ça mange pas de pain. Moi, je vous fais une proposition, c'est se retrouver dans quelques instants pour évoquer une autre date, le 5 mai 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec François Rollin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Rollin. Nous parlerons tout à l'heure de ses mémoires d'un gros mytho chez Hugo, un livre totalement délirant à votre image. Et on revient à une date importante, le 5 mai 2018. Écoutez cette voix. Mon arrière-grand-oncle a été le premier président de la République du Panama, élu au suffrage universel. René de Obaldía, qui pour ses 100 ans vous a remis le prix Obaldía, le premier prix Obaldía, François Rollin. Oui. Ah, quel bel exemple, parce que c'est réjouissant, surtout quand on arrive à mon âge, qui est à peu près pas très loin du vôtre aussi. Bon, ben c'est vrai, on peut pas s'empêcher de penser un peu après. Et quand on voit un René de Obaldía qui a fêté ses 102 ans en buvant du champagne et en faisant le mariole, ben c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a encore un long chemin et un vrai chemin, parce que René était pas du tout ni gâteux ni. Alors ce qu'il aimait bien faire, c'est régulièrement quand il prenait la parole en public, il commençait par faire un numéro de gâteux le temps que les gens paniquent et se disent merde, le pauvre et tout ça, puis hop, et après il parlait normalement. Et son grand truc, quand il avait 96 ans, il disait qu'il venait de fêter ses 103 ou ses 104 ans. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, c'est un des plus grands auteurs dramatiques de notre époque. Moi, je me souvian du temps où il avait 75 ans, il faisait du vélo dans Paris et il montait avec son vélo sur le dos au 5e étage de son appartement sans ascenseur. Oui. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui a chanté la gloire du sport et de l'hygiène et tout ça. C'était un bon vivant, mais je crois que il aimait la vie, il aimait la création, il aimait la langue française, et c'est tout ça qui a fait que, comme Edgar Morin, c'est tout ça qu'il aimait les idées, c'est ça qui assure de vivre vieux. Alors, il se trouve que ce prix récompense l'homme de théâtre que vous êtes, car vous avez fait beaucoup de théâtre, beaucoup de seul en scène pour vous, pour les autres. Vous avez écrit beaucoup pour les autres, pour Chantal Latsou, pour notre ami Guy Carlier, pour Jean-Jacques Vanier, pour beaucoup. Pour Jean-Marie Bigard, pour Pierre Palmade, pour plein d'autres que vous ne soupçonnez pas, que je suis pas forcé de dire, parce que quelquefois la collaboration se fait au grand jour, quelquefois elle se fait dans l'ombre. Ouais. On appelle ça un nègre, on appelle ça un nègre dans le temps. Oui, mais le nègre est payé, hein, le nègre est consentant. Voilà, il y a pas de problème avec ça. Donc oui, c'est très agréable ça aussi, c'est une distraction, c'est des vacances d'écrire pour les autres, parce que vous vous glissez tout d'un coup dans la peau, dans le cerveau, dans la vie, dans les tripes de quelqu'un d'autre. Donc moi, si je veux écrire des trucs pour moi, ça va, j'ai des terrains d'atterrissage, et puis de temps en temps, c'est très agréable d'écrire quelque chose sur de se mettre dans la peau d'un autre bonhomme, d'une autre bonne femme. Et comment c'est venu, François Rollin ?
d'écrire pour les Ouais. autres. Et ben, comme tout le reste, ils ont demandé. Voilà. Ils m'ont appelé quand le téléphone existait, ou ils m'ont croisé dans un endroit, puis ils m'ont dit, ben voilà, on vous propose de... Tout est comme ça, de toute façon. Il n'y a pas une chose que j'ai voulu. Voilà. Mais, enfin, il y a quand même Jean-Jacques Vanier qui, grâce à l'envol du pingouin, a obtenu un Molière. Oui. Mais Jean-Jacques, c'est pareil. Jean-Jacques est venu me chercher. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tapé à ma porte pendant des heures et que j'ai dit non. Mais c'est vrai que moi, tout seul, je n'aurais pas pensé. Jean-Jacques, avec Stéphane Guillon, c'est une de mes premières mises en scène. Et c'est souvent et Chantal là-dessous, à peu près à la même époque. Et à l'époque, d'abord, on ne savait pas qu'ils deviendraient quand même un peu des vedettes. Et puis, moi, j'étais même pas sûr de savoir faire de la mise en scène. Donc voilà, c'est parce que eux, ils m'ont demandé, mais si, je sais qu'il va bien le faire. Bon, alors allons-y. Vous n'avez jamais pris de cours de comédie ou de... Non. C'est venu comme ça, c'est instinctif. Ouais, mais de toute façon, je me considère pas comme un très grand comédien. Hein. J'ai tourné il y a une semaine dans un film avec mon camarade Benoît Poulvorde. Voilà, ça s'appelle un comédien. Bon, ben voilà, moi, à côté, je suis un nain. Je suis... Attendez, vous avez tourné dans beaucoup de choses, Kaamelott, par exemple. Oui. Ben oui, mais d'accord, mais dans Kaamelott aussi, il y a des comédiens. Voilà, quand vous voyez le comédien qui est Lionel Astier, ou Thomas Cousseau, ou Franck Pitiot, qui fait Perceval. Ah, c'est des comédiens d'une force. Ça, moi, je suis un petit joueur. Oui, un petit joueur quand même, mais très distrait. Un jour, vous avez tourné avec Sting. Vous n'avez pas reconnu, je crois, François. J'ai même pas tourné. On est allé à la cantine et je me suis trouvé à une table parce que j'étais avec Antoine Decaune, qui est qui est mon vassal dans Kaamelott, Dagonet, sous le nom Dagonet. Et donc, j'allais manger à la cantine avec lui, et il m'emmenait manger à une table où il y avait 5-6 personnes, et ça parlait anglais. Et puis, j'ai vu qu'à côté de moi, il y avait un gars qui était un peu le centre des regards et de la conversation, et qui était extrêmement sympathique. Il avait l'air très doux et tout ça. Et je me suis dit, mais zut, alors, qui est ce bonhomme? Donc, j'ai traîné Antoine à la machine à café pour lui demander discrètement, quoi, c'est qui le monsieur qui est si gentil, là, tout ça? Il m'a dit, arrête de déconner, mais je te demande, Il m'a dit, mais c'est Sting. Voilà. Et je ne savais pas reconnaître Sting. Je ne sais pas très bien qui est Sting. Mais je l'ai tout de suite aimé, et par la suite, pendant le tournage, nos rapports ont été extrêmement affectueux. Voilà. Sting est d'ailleurs le sosie de Christophe Colomb. On l'a vu sur des photos et des images. Et d'ailleurs, il a failli tourner un film de Ridley Scott sur Christophe Colomb parce qu'il lui ressemblait étonnamment. Alors, ça c'est Kaamelott, mais en même temps, quand on écrit pour Jean-Jacques Vanier, Guy Carlier ou Chantal là-dessous, c'est pas les mêmes univers. Comment on fait, François Rollin? Eh ben justement, on s'oublie. On s'oublie et on rentre dans leur cerveau. Et on est l'outil. Le cerveau, c'est le leur. L'âme, même, c'est la leur. Quand j'écris pour d'autres personnes, je m'infiltre dans leur cerveau et dans leur âme et dans leur cœur, et j'ai juste un savoir-faire qui permet de dire ce que leur cœur, leur cerveau, leur âme expriment. Voilà. Un savoir-faire instinctif. Oui, probablement. Et alors, instinctif est lié au fait que je n'ai pas beaucoup de considération pour moi. Donc, je suis très content d'aller visiter les autres. Alors, ce qui est étonnant aussi, François Rollin, c'est que vous savez vous adapter à l'ère du temps. C'est-à-dire que vous avez commencé pour Jean-Jacques Vanier, et aujourd'hui, vous travaillez pour Vincent de Dienne, qui vous considère d'ailleurs comme un papa. Oui, ils sont nombreux. J'ai appris hier, j'ai remis un prix à Fabrice Eboué, à la SACD. Il a fait aussi un discours de remerciement qui m'a surpris, dans lequel il a dit que j'étais une référence pour lui, que j'étais celui qui lui avait donné envie de faire ce métier. Alors, il y en a beaucoup qui me disent ça maintenant. Bon, ben, je me réjouis. Ça veut dire que j'ai pas trop mal vieilli. Et moi, de toute façon, c'est vrai, j'ai un rapport très très facile et très agréable avec beaucoup de jeunes. Alors, peut-être pas 13 ans, 15 ans, hein, mais... Voilà. Mieux pas d'ailleurs. Pardon, non, n'y pensons même pas. Mais bon, voilà, des trentenaires. Ouais. Ouais. Mais pour s'adapter justement à eux, faut suivre l'air du temps. Il faut connaître le langage d'aujourd'hui. Pas tant que ça, parce que il faut les écouter. Il faut juste les écouter. Même, c'est pas besoin d'avoir entendu des généralités et des théories sur ce qu'ils sont. C'est vous regardez un autre être et vous essayez de le comprendre et de commercer avec lui et d'installer une relation d'amour.
Et ben comme ça, vous voyez que... Mais comme vous faites d'ailleurs avec des gens, par exemple, qui sont de votre âge, là aussi, ils sont de votre âge, mais ils sont différents. Et vous allez devoir dire, ah oui, lui, je sens qu'il faut pas trop lui parler de ça, lui, et je sens qu'il est un peu colérique. Donc vous allez vous adapter aussi, vous allez savoir qui ils sont pour les approcher. Moi, je fais comme ça aussi avec les jeunes, c'est pas en lisant des bouquins. Voilà. Et Vincent de Dienne, d'ailleurs, vous a rendu l'appareil en vous mettant en scène lorsque vous êtes sur scène, lorsque vous étiez sur scène, François Rollin. Oui, quand j'ai fait le professeur Rollin sur Rebif, c'est Vincent de Dienne qui a fait ma mise en scène, comme ça on restait en famille. Voilà, pas question pour vous de faire votre auto-mise en scène. Non, c'est dommage, c'est dommage de se priver d'un point de vue extérieur. Moi, j'ai beaucoup de confrères qui, souvent par radinerie, ont fait leur propre mise en scène. Ben, c'est pas une catastrophe, mais c'est dommage parce que quand on est au centre du truc, on ne voit pas un certain nombre de choses scénographiquement parlant, mais surtout dans le texte, parce que le texte, c'est quand, voilà, c'est votre bébé, et votre bébé, il est très très beau, mais c'est quelqu'un d'extérieur qui dit oui, mais il faut que tu regardes, ici, il a les cheveux trop longs, il faut couper un peu les cheveux. Voilà. Vincent de Dienne, d'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle. Un jour, avec un copain, quand il débute, il veut faire un canular téléphonique, et appeler Depardieu. Il ferait le numéro, et à la surprise générale, Depardieu répond, en disant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et de peur, Vincent de Dienne et son copain ont raccroché. Oui. Alors, il y a aussi la radio qui était importante, et je crois que votre maître en la matière, ça a été Édouard Baird. Non, il y en a d'autres avant. Il y en a d'autres avant parce que peut-être mon premier maître en radio, c'est le regretté Pierre Bouteiller. Oui. Daniel Mermet aussi est très important. Lui, il n'est pas mort. Hein. Je l'ai eu encore au téléphone il n'y a pas longtemps. C'est plutôt bon signe pour savoir qu'il est vivant. Voilà, oui, c'est ça, oui. C'est à partir du moment où il décroche et qu'il me parle, c'est quand même probablement qu'il est vivant. Et voilà, non, Édouard, c'est un partenaire avec lequel, pour moi, aujourd'hui, alors, pardon de vous dire ça à vous, Jacques, mais pour moi, le plus fortiche en radio aujourd'hui, toute catégorie confondue, c'est Édouard. Voilà. Il est bon dans d'autres disciplines, mais la discipline dans laquelle il coiffe tout le monde, c'est la radio. Il est d'une puissance que je n'avais pas connue depuis José Arthur. José Arthur, par exemple, est un grand maître pour moi en radio. Et moi, je me souviens de Radio Nova où je suis allé quelques fois pour être interviewé. Édouard Baird était debout sur la table en poussant de grands cris, et c'était une improvisation totale et géniale. Oui, absolument. Et avec Édouard, on s'est beaucoup amusé à Radio Nova, mais là encore, hein, j'étais son second. C'est vraiment lui qui, voilà, c'est lui le grand maître de la radio, c'est lui. Vous inventiez des jeux comme Plus près de toi, ou ce qu'il est, le jeu du pimpon-pompier. Oui, oh là là, plein de choses absurdes. De toute façon, ça, c'est agréable de travailler avec Édouard, parce que c'est pas lui qui va m'empêcher de faire de l'absurde. Lui, il a peur de rien. Lui-même est déjà tombé dans la marmite. Mais dans les maîtres de l'absurde, on les a un peu oubliés. André Frédéric est considéré comme un maître de l'absurde. C'est lui qui a dit « Deux parallèles s'aimaient, hélas », et qui a inventé le mot ringard. On l'a oublié. Oui. Si, on en parle de temps en temps à l'émission des grosses têtes sur une autre radio. Oui. On parle de temps en temps d'André Frédéric. Oui, on le cite encore. Et puis, vous avez tourné avec Édouard Baird dans La Bostella. Oui, j'ai tourné dans La Bostella, puis après dans À quoi bon ? C'était l'époque où on avait fait on faisait le Grand Mezzé ensemble, qui a été un énorme succès au Rond-Point. Donc oui, j'ai tourné dans les films et tout ça. Bon, ça, de toute façon, moi, je tourne dans tout ce qu'on veut. C'est toujours agréable. Et dans vos récompenses prestigieuses, François Rollin, il y a le prix Raymond DeVos de la langue française. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais, un prix qui a malheureusement disparu. Je ne sais pas pourquoi. Qui va revenir. Qui va revenir. Bon, voilà. Mais oui, c'était. Oui, c'est agréable parce qu'effectivement, je défends toutes les sortes d'humoristes. Enfin, disons, toutes les sortes d'humoristes ont le droit de citer. Mais c'est vrai que j'ai un amour particulier de la langue française. Vous avez parlé de René Dobaldia ou d'Alain Ray ou de quelques autres. J'aime bien un langage un peu soutenu. J'en suis pas le champion, mais j'en suis grand amateur. Et bon, là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Oui, mais le langage aussi bafouilleur vous interpelle. Je crois que vous avez beaucoup défendu la mémoire de Darry Cole. Oh là là, oui. Mais parce que Darry était d'abord et avant tout un immense ami, un super grand frère, et un génie, tout simplement, un génie, à la fois comme comédien et comme auteur aussi, parce que c'est lui qui a inventé le comique minimaliste. C'est lui qui l'a inventé dans les cabarets, la première fois d'ailleurs parce qu'il y avait un absent et qu'il a meublé et tout ça.
Et, avec Michel Legrand. Oui, voilà. Et ils sont restés amis d'ailleurs jusqu'à la fin. Et oui, bien sûr. C'était aux Trois Baudets, il manquait un pianiste, il est monté sur scène. Voilà. Ça a tellement plu qu'il a continué. Voilà. C'était là aussi un bonhomme absolument délicieux. Et lui aussi, par exemple, justement, je l'ai raconté, je l'ai relu dans un journal parce que je l'ai raconté il y a longtemps, mais une fois, par exemple, j'avais croisé Darry Cole à Orly et il était venu vers moi à bras grands ouverts et il m'avait demandé comment vont tes affaires, la pépinière, ça va toujours? Ben, moi, du tac au tac, j'ai dit que j'avais acheté un certain nombre de plants de sapin et de plants de peuplier, tout ça. Puis je lui ai raconté, puis je lui ai demandé, toi, ta boucherie en gros, alors comment ça va? Ben, il n'a pas tiqué une seconde. Et il m'a raconté les camions frigorifiques, les gigots, tout ça. Et on est resté 20 minutes là. On ne s'est pas dit un mot sur, oh là là, la vie est dure, ou tout ça. Non, on s'est raconté nos succès incroyables comme pépiniériste et comme boucher en gros. Et ben voilà, on a passé un moment de bonheur. Voilà, c'était votre jardin secret. Et un autre jardin qu'on va ouvrir, c'est celui des mémoires d'un gros mytho dans quelques instants, avec une autre date, le 2 juin 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec François Rollin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Rollin. Donc 2 juin 2022, sortie de ses mémoires d'un gros mytho chez Hugo de Singe, illustré par Stéphane Trappier. Alors c'est un livre avec à la fois des textes, des illustrations. Le gros mytho, c'est vous ? Ah ben oui, c'est moi. Donc tout est faux dans ce livre. Bien sûr. Alors la genèse de ça, c'est que tous les gens dont je parle là sont des gens importants pour moi, importants dans ma fantasmagorie, dans mon univers. Mais je n'ai pas envie d'aller les connaître en vrai, parce que... Enfin, il y en a que je connais déjà. Ce que je veux dire, je n'ai pas envie de faire une interview, une incursion dans leur réalité. J'ai envie de rencontrer justement tout ce qui suscite d'imaginaire. C'est-à-dire quand vous prononcez le nom de Gérard Depardieu, d'Alain Delon ou de Jean Dujardin, c'est tout un univers qui vous saute à la comprenette. Et moi, c'est dans cet univers que j'ai été raconter des histoires à dormir debout, dont le principe général est que tous ces gens s'arrachent ma compagnie depuis toujours, font des pieds et des mains pour obtenir même 10 minutes, si c'est possible, avec moi. Vous avez bien compris, Jacques, que c'est archi faux. Et bon, je finis par céder, mais toujours je trouve que j'étais un petit peu mal reçu, comme les gros mythos en général. C'est-à-dire que donc Christian Clavier me reçoit dans sa maison totalement improbable en Lituanie, un truc magnifique. Et pour me faire plaisir, il a mis, je sais pas, il y a 100 000 euros de caviar sur la table. Oui, mais à un moment donné, je lui demande une petite serviette, mais comme il est en train de me raconter l'histoire de la Lituanie, pour laquelle il se passionne, il ne m'entend pas. Et donc moi, en sortant de là, ben voilà, j'ai concédé à Christian une visite là-bas en Lituanie et j'ai pas eu de serviette, donc je suis déçu. Voilà, exactement. Alors, il fallait encore faire une sélection de stars que vous affectionnez. Il y en a beaucoup, ça va de Sophie Marceau, Alain Delon, en passant par Jean Gabin, Fanny Ardant et quelques autres. Le choix a été complexe. Pas si complexe. Il fallait que ce soit des gens dont le nom résonne dans ma tête et dans la vôtre aussi. Et des gens, tout de suite, ça vous dit quelque chose. Donc c'est pour ça. Alors quelquefois, je me suis permis d'y mettre des gens un peu plus proches. Donc si je mets Laurent Ruquier ou Sophie Davant, ce sont pas des légendes du cinéma. Surtout Laurent Ruquier. Bon, à côté de Catherine Deneuve et de ça. Oui, mais ce sont si vous dites Laurent Ruquier, à tout le monde. Personne connaît. Oui, voilà. Voilà, bon. Changeons de sujet. Donc, en tout cas, donc voilà, donc c'est des gens dont l'univers et qui ont partagé leur univers avec un très très grand nombre. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous dites Fanny Ardant, oui, tout le monde voit. Marion Cotillard, oui. Voilà, elle a fait assez de films pour que tout le monde voit qui est cette personne, qui est cette actrice. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de vrai dans tous vos portraits, c'est qu'il y a des références à la réalité, oui. Des films, des situations. Jean Gabin, par exemple, c'est le vieux ronchon et vous citez ses films. Oui. Oui, ben il faut un bon mythomane doit bien vous mettre une petite graine de vrai quelque part pour mieux vous attraper. Donc il y a des petites graines de vrai. Donc effectivement, quand je commence je parlais de Christian Clavier, quand je commence à parler de lui, je dis que j'ai tourné avec lui, ce qui est la vérité. Dans Kaamelott, entre autres. Voilà, et tout le reste est faux. Voilà, mais il faut savoir, on peut imaginer que certains vont croire que c'est vrai. Eh ben, si les imbéciles sont trop bêtes, tant pis pour eux. Non, on peut pas croire. Attendez, il faudrait croire qu'effectivement Fanny Ardant passe son temps à manger des poissons crus qu'elle pêche en barque sur un étang
Croupi, non, c'est pas une seconde. Faudrait croire qu'Alain Delon, effectivement, aux terrasses du Marais, raconte des histoires de Toto qui fait des analyses d'urine en buvant des bières. Non, je crois que personne, sérieusement, ne le croira. C'est quelque chose c'est un bouquin qui est fait pour amuser et pour égratigner ces légendes. Tous ces gens sont des légendes, et cette petite blague que je me permets, personne, encore une fois, ne pensera qu'il y a le moindre fond de vrai, mais ça secoue leur piédestal. Voilà, c'est un petit... Mais ça le secoue avec amitié et avec un immense respect. C'est-à-dire, tous ces gens, pour moi, sont très importants. Ils sont au courant que vous avez écrit leur vie? Eh ben, certains sont au courant, et j'ai essayé d'envoyer le bouquin à la plupart, mais il y en a qui sont, pour l'instant, il y en a que j'ai du mal à trouver. Donc là, j'ai un plan pour arriver à le faire arriver directement entre les mains de Depardieu. Il y en a que c'est un petit peu moins facile. Je sais pas comment je vais retrouver la trace de Juliette Binoche, mais voilà, par politesse, je voudrais l'en envoyer, et avec un petit mot d'amour, mais... Vous savez, il y a les stars et les sosies. Parce que je me souviens d'un déjeuner au Festival de Cannes où il y avait un déjeuner de sosies, 12 sosies. Le public se précipitait vers tous les sosies, sauf un, Robert De Niro en bout de table, alors que c'était le vrai Robert De Niro. Oui, et personne ne lui donnait le moindre d'orthographe. Oui. Donc on confond quelquefois les sosies et les vrais. Oui, mais là, ça parle des vrais, mais ça raconte une histoire abracadabrante sur les vrais. Donc voilà, c'est l'évocation de ces gens, encore une fois, qui sont des monuments, qui sont des légendes vivantes, et donc je me permets une incursion de hurluberlu dans leur légende. La mythomanie vous fascine, François Rollin? Ah, c'est pas mal, hein, parce que dans la pratique, si vous en avez déjà fréquenté, je suis sûr que c'est le cas, ça peut être très impressionnant, parce que le mythomane est très convaincu de ce qu'il raconte, et c'est presque une vérité qu'il s'est construite. Pour lui, il n'est pas en train de vous rouler. C'est pas un escroc, le mythomane. Il est en train de se rouler lui-même. Et ce qu'il vous raconte, c'est sa vérité. Et ça, c'est très impressionnant. Le fonctionnement du cerveau de chacun. Et probablement que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, un petit peu mythomane. Jamais autant que ce gros mytho de François Rollin dans son bouquin, oui, mais un petit peu mythomane. C'est-à-dire, quelquefois, vous racontez un petit truc, et puis, non, en fait, si on met les choses sur la table, c'est pas tout à fait la vérité, et vous le savez. Oui, mais on a le droit d'arranger un peu. Alors, le mythomane, lui, il arrange, puis pas qu'un peu. Puis moi, j'ai déjà rencontré des personnalités qui me racontent leur vie ou des choses qui sont arrivées à d'autres, et ils en sont persuadés. Oui, c'est ça, voilà, absolument. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Pierre Perret quand il a dit qu'il avait passé des après-midi avec Paul Léotot? Puis après, on a dit, non, il a pas. Oui, mais apparemment, c'était vrai. Et la veuve de Léotot, elle a continué de dire que non. Oui, mais il y a eu un procès qui a fait que Pierre Perret a gagné. Et apparemment, c'est vrai. Je crois que la veuve de Léotot était ailleurs ce jour-là. Voilà, c'est d'accord. Alors, il y a aussi une chose étonnante, j'ai retrouvé, il y a un festival annuel des menteurs qui élit chaque année le roi des menteurs. C'est à Montcrabeau, en Lot-et-Garonne. Je ne sais pas, vous connaissez ce festival? Ah, ça me dit quelque chose, oui. Et donc, tous les gens doivent raconter n'importe quoi. Le jury met du sel, et celui qui a le plus de sel dans le pot a gagné, il devient le roi des menteurs. Oui. Alors menteur est pas tout à fait la même chose que mythomane, parce que le menteur a une intention, il a un objectif, il ment à dessein, il ment pour obtenir quelque chose. Le mythomane, lui, il est dans un rêve, et même souvent on dit le mythomane, lui enlevez pas son rêve. C'est-à-dire le gros mytho de ce petit bouquin, on n'oserait pas lui dire, mais non, mais en fait c'est pas possible, t'as pas pu rencontrer Jean Gabin. Ça va lui faire de la peine de lui dire. Mais c'est vrai, il a pas pu le rencontrer, mais ça va lui faire de la peine, alors on lui dirait, ah bon, c'est bien, non, donc t'as rencontré Gabin, chouette. Non, chaque texte absurde, en plus, est lié vraiment à des faits qui pourraient arriver à cette personnalité, François Rollin. C'est ça, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc par exemple, oui, Jean Dujardin est assez bavard, est assez prolixe, bon, voilà. Et donc je le rencontre et il passe son temps à me parler d'un prochain scénario. Bon, voilà. Et Catherine Deneuve, vous en faites quelqu'un de très drôle, ce qui est la réalité. Oui. Parce qu'elle cache son jeu, mais j'ai entendu parler d'une soirée au Japon il y a quelques années dans une discothèque où le grand jeu, ça avait été de mettre des glaçons dans les poches de ses voisins. Et elle riait comme une folle. Tous ces gens, toutes ces légendes sont aussi des gens de chair et d'os comme vous et moi. Donc pour être un monstre du cinéma, on n'en est pas moins homme ou femme. Hein. Et vous êtes renseigné un peu sur leur vie avant d'écrire ce... Non, parce que
Non, parce que j'aurais commencé à ce moment-là à tricoter quelque chose de l'ordre du documentaire ou du biopic ou de ça. Non, moi j'y suis allé tout seul comme un zozo. Voilà, je fais mon zozo. Et en même temps, Danny Boone vous a signé une préface. Oui, et ça me va très bien parce que Danny fait partie des victimes de ma mythomanie, donc je le dépeins dans ses 150 hectares de vignes dont il s'occupe même pas, mais dont il vend le vin à un prix défiant toute concurrence, et son hélicoptère qui survole. Donc, voilà, il y a toute une histoire avec Danny Boone qui fait venir des frites en hélicoptère d'Armentières. Et c'était très bien que une des victimes, comme je dis justement, nous montre en signant une préface que, bien sûr, lui, il n'a pas une seconde ne s'est dit ah oui, mais quand même, ça se moque un peu de moi. Non, il a bien compris que c'est même parce que je suis fasciné ou enfin très très impressionné, très marqué par son univers. Voilà. Qui n'est pas loin du vôtre parfois. Oui, c'est vrai. On a fait nos débuts ensemble. Ça a été aussi. Ah bon oui, ça a été un petit frère. Oui, je l'ai emmené parmi ses premières fois sur scène. Oui. Et vous imaginiez ce qu'il ferait ensuite? Oui. Pas le succès des Ch'tis, oui. Mais que Danny soit Danny. Quand je lui téléphone, ce qui est pas très souvent, parce qu'il est très occupé, mais quand je lui téléphone et qu'on se dit des petites blagues, rien n'a changé depuis 45 ans. Voilà, ce qui a changé, c'est qu'il a fait 26 millions d'entrées, je sais pas quoi. Donc, là, c'est le roi du monde. Oui, mais il n'en est même pas revenu de ces 26 millions d'entrées. Non, et puis il est toujours accessible, très normalement. Dans ce livre, Mémoire d'un grand mytho, vous évoquez une chose absolument impossible, François Rollin, et là, on voit le mytho, c'est que Depardieu se mettrait au régime. Oui, c'est ça, voilà. Alors Depardieu, je l'imagine dans ma visite exactement aux antipodes de ce qu'il est. C'est-à-dire que on imagine tous, et son nom évoque pour nous un bon vivant qui mange et boit comme dans Rabelais, qui plaisante et qui fait les 400 coups. Et là, donc, je rencontre un semi-retraité en pantoufles qui est au régime, qui ne boit pas. Voilà. Et je pense, moi, ça m'a fait rire, et je vois que ça fait rire un certain nombre de lecteurs, justement, de mettre Depardieu, c'est pas à contre-emploi, c'est à contre. Alors là, pour le coup, c'est à l'opposé de ce qu'il est. Mais à l'époque, il avait un restaurant à Paris, la Fontaine-Galion, où il parlait avec chaque client, il buvait un coup avec chaque client, et je crois que la cave en a pris un coup justement pendant quelque temps. Oui, parce que c'est un monument, c'est une légende, et c'est un bonhomme très généreux, très très vivant. C'est pour ça que c'est drôle aussi de le dépeindre comme ça, parce que c'est tellement le contraire de ce qu'il est. Lui, il a un trop plein de vie. Et là, je rencontre un Depardieu qui n'aspire qu'à rester dans son petit fauteuil à lire des magazines. Et ce trop plein de vie, en même temps, vous le connaissez bien parce que vous faites feu de tout bois, vous n'arrêtez pas. C'est aussi une façon d'avoir un trop plein de vie, François Rollin. Oui, c'est possible, mais alors à une autre échelle, parce que comparaison n'est pas raison et n'est pas possible en l'espèce. Mais oui, je continue d'avoir un appétit de vie. Je viens d'avoir un bébé qui a 6 mois aujourd'hui. Oui, je peux vivre encore longtemps, je veux vivre encore longtemps, et la vie m'amuse encore beaucoup, même si il y a des tas de choses, comme vous le savez, qui vont pas bien droit, mais on fera avec. Voilà, mais vous continuez à écrire pour les autres, pour vous. Le seul en scène, c'est terminé, vous avez dit que c'était... Oui, le seul en scène, c'est terminé, puisque c'était ruineux, puisque oui. Ça ne se vendait pas, donc j'y perdais de l'argent, puisque je ne suis pas intermittent du spectacle. Et maintenant, je ne fais que une performance que j'appelle une roue libre, qui est une improvisation totale, mais qui n'est pas strictement à vendre, que je fais quand ce sont des organisateurs, des diffuseurs, qui voulaient m'avoir avant, qui n'ont pas pu m'avoir parce que j'ai arrêté brutalement le spectacle, sur une décision, sur un coup de colère, mais que je ne regrette pas. Et donc à ce moment-là, je fais une roue libre, qui est un très beau spectacle d'1h30 ou 2 heures, ce qu'on veut d'ailleurs. Pour terminer sur ce livre, Mémoire d'un gros mytho, il y a une postface où vous vous excusez et vous dévoilez la vérité. Ben oui, il y a une postface où je dis que s'il restait un ahuri, un demeuré
ou une, parce qu'au fond c'est possible aussi. Hein. Oui, la parité. Ne genrons pas le qui croit encore qu'il y a quoi que ce soit de vrai là-dedans. Et ben je lui mets les points sur les i. Donc je lui dis non, Sophie Marceau ne collectionne pas les ramasse-miettes. Non, Fanny Ardant ne mange pas des goujons et des ablettes crues. Voilà. Donc voilà pour que ce soit écrit, pour que là vraiment il peut pas rester une personne qui à la dernière page disent ah oui mais il y a peut-être quand même non il y a rien du tout, c'est pas le jour où je voudrais critiquer, le jour qui n'est pas, c'est pas demain, mais où je voudrais tirer sur tout ce qui bouge, canarder dans le métier, tout ça, ça ferait beaucoup plus mal, ce serait infiniment plus grave et plus violent, mais c'est précisément une chose que je n'ai pas l'intention de faire, parce que ma vie c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est pas du conflit, c'est pas de se battre, c'est pas de l'aigreur, c'est pas de la jalousie. Ma vie, c'est d'essayer de trouver le meilleur que je peux prendre dans tous ces gens. Voilà. Et vous offrez le meilleur à celles et ceux qui liront. Merci. C'est mémoire d'un gros mytho illustré par Stéphane Trappier chez Hugo de Stinges. Merci François Rollin et continuez comme ça, ne changez rien. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.